Bonjour, vidéo T012C, toujours sur les 2436 Nikon argentiques, les boîtiers. Alors, donc après ce long préambule de printemps sur les baïonnettes et sur les couplages et ainsi de suite, on va parler des boîtiers de manière générale et de quelques-uns en particulier sur quels sont les boîtiers intéressants à acheter ou pas chez Nikon pour faire de l'argentique et surtout pour se faire plaisir. Voilà. Parce que bon, grosso modo, n'importe quel boîtier ira très bien. Hein. Pour monter un objectif Nikon, vous prenez le boîtier Nikon de la génération de l'époque et grosso modo, ça fonctionne, tous fonctionnent, tous vont très très bien et voilà. Donc on va retrouver dans les boîtiers des boîtiers adaptés aux montures que l'on a vu dans la vidéo précédente. Donc là je vais aller un peu plus vite parce que ça sert à rien de répéter, hein. Allez voir la T012B pour voir les différentes montures d'objectifs Nikon qui existent. Et voilà. Donc, grosso modo, on a quelques dates marquantes dans la chronologie Nikon. On a 1958, quand Nikon a débarqué. Après, on a 1977 avec le système AI. Après, on a l'arrivée des boîtiers d'autofocus. Et après, on a eu l'arrivée des boîtiers numériques. Et nous allons avoir l'arrivée du soleil aussi. Voilà. Donc, chez Nikon, il y a eu de tout temps des boîtiers résolument professionnels, résolument techniques, et des boîtiers amateurs, résolument amateurs. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un boîtier amateur et un boîtier professionnel? C'est une bonne question. Je vois qu'on rigole à Saint-Arnaud-en-Yvelines. C'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Et les boîtiers, les boîtiers bobines du film déclenchent, font l'obturation, pilotent le diaphragme et basta. Voilà. Donc, quelle est la différence entre un boîtier professionnel et un boîtier amateur? Ça n'est pas par les capacités techniques que l'on va voir la différence, parce que, étonnamment, beaucoup de boîtiers amateurs de chez Nikon ont eu des avancées technologiques que n'ont pas eu les boîtiers professionnels. Et à l'ère du numérique, il y a le D6 qui vient d'être annoncé pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui vont avoir lieu cette année. Il doit faire je crois qu'il fait 20 millions de pixels. Voilà. Donc l'entrée de gamme chez Nikon, le D3300, ou le D3400, il fait 24 millions de pixels. Et là, le fleuron le boîtier Ultra Pro Nikon qui vient de sortir, il en fait que 20. Ouais. Donc déjà, on peut se poser la question, quand on est amateur, en disant ah, j'ai passé le million de pixels. Bah oui, mais les professionnels, tu vois, eux, ils en ont 20. Ils en ont encore moins que toi. Enfin bref. Donc les boîtiers Nikon amateurs n'ont pas été forcément à la traîne des boîtiers professionnels, et on pourrait même dire que les boîtiers professionnels ont souvent, chez Nikon, ont souvent été en retard des boîtiers amateurs. Alors déjà, par la fréquence avec laquelle Nikon sortait des boîtiers professionnels. Parce que le premier boîtier professionnel qui a sorti Nikon, c'est le Nikon F. Hein, donc le Nikon F, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo précédente, mais bon, il faut faire comme si chaque vidéo était indépendante. Donc voici le Nikon F de base, sans pose mètre, sans rien, voilà. Et voici
Donc il est quasiment dans sa livrée du premier jour de sortie, et voici le Nikon F quasiment dans sa dernière livrée de quand il est sorti, c'est-à-dire avec le dernier prisme pose-mètre, voilà. Donc celui-là, il est de 1960, c'est un 1973, et il n'est pas Apollo, mais il aurait mérité. Enfin voilà. Et donc le Nikon F a duré 11 ans, 11 ans, 12 ans, plus de 10 ans de fabrication, c'est sûr, et il a été commercialisé jusqu'en 1971-72. Voilà. Le Nikon F2, on va trouver un Nikon F2. On va pas... Ah, le Nikon F2, on me dit, putain, il ressemble beaucoup au Nikon F. Ah, bah oui, ils sont chromés tous les deux. Ah, voilà. Le Nikon F2, voilà, lui, il est apparu en 1971, et donc ça, c'est un Nikon F2, avec un bouchon de merde. Chaque fois, je me dis, ce bouchon-là, je vais le jeter. Voilà, et puis là, on a encore un Nikon F2, voilà, un Nikon F2, pouf. Un Nikon F2, c'est 1971-1980, voilà, les derniers fabriqués. Et puis après, on a eu le Nikon F3, alors Nikon F3, en voilà un. Voilà, donc ça c'est un Nikon F3, voilà. Alors lui, Nikon F3, alors Nikon F3, il est un peu particulier parce que 1980, et les derniers modèles vendus, ça doit être dans les années 2000. Donc celui-là, il a duré quasiment 20 ans au catalogue. 20 ans au catalogue. Voilà. Ça existe aussi en version chromée. Hein. Enfin, la version chromée, elle a existé que très très peu de temps. La version titane même. Voilà, et puis après, il y a eu le Nikon F4. Alors le Nikon F4, lui, il a duré... alors, je ne l'ai pas là. Hein. Et, le Nikon F4, il a duré de 1988 à... Je réfléchis à quand est-ce que j'ai acheté mon F4. Parce que j'ai acheté mon F4 quand le F5 est sorti. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Enfin bon, il a duré 6 ans, 6 ans, 8 ans. Après, il y a le Nikon F5 qui est sorti. Après, il y a le Nikon F6 qui est sorti. Le Nikon F6, lui, est sorti dans les années 2000. Voilà. Le Nikon F6 est réputé être encore au catalogue et être encore achetable aujourd'hui. Voilà. Alors, je n'ai pas de Nikon F5 argentique et je n'ai pas de Nikon F6 non plus. Voilà, voilà, voilà. Donc finalement, de 1958 aux années 2000, ça nous fait un petit 40 ans, et on a eu 5 boîtiers. Voilà. Donc tous les 8 ans. Voilà. Donc tous les 8 ans, il sortait un boîtier en moyenne. Tous les 8 ans, il sortait un boîtier. Voilà. C'est pas une fréquence énorme, énorme, énorme. Dans les boîtiers amateurs, la fréquence de renouvellement était quand même beaucoup plus importante. Alors bien sûr, la fréquence de renouvellement était plus lente autrefois, et s'accélère maintenant. Parce que grosso modo, le D5300 que j'ai, il sort une nouvelle version tous les 2 ans, tous les 1 an et demi, 2 ans. Parce que c'est un boîtier qui se vend bien, qui se vend beaucoup, et donc du coup, vous pouvez faire des améliorations successives très rapprochées, euh, de façon à sortir un nouveau modèle, parce que vous allez amortir les modifications que vous allez faire sur la production de 1 ou 2 ans. Voilà. Sur un modèle que vous vendez beaucoup moins en quantité, vous êtes obligé d'amortir les investissements sur une plus longue période. Ou alors vous vendez très cher. Voilà. Ça, c'est des procédés industriels comme ça. Et paradoxalement, le D3000 évolue moins vite que le D5000. Et un qui est complètement à la traîne par rapport actuellement pour les appareils numériques, hein,
c'est le D7000. Voilà, le D7000, on doit être encore au D7200. Il n'y a pas de D7300, 7400, 7500, il n'y a pas ça. Voilà. Les, donc on retrouve des boîtiers par génération de baïonnettes, bien sûr. Le Nikon F est en monture F. Le Nikon F2 est à cheval, puisqu'il est de 1970 à 1980, et donc il est à cheval sur 1977, qui est l'année charnière avec le système AI. Donc, je ne les ai pas sortis tous, mais je ferai une vidéo. Donc, on a et le Nikon F, le Nikon F, comme je vous l'ai montré dans une autre vidéo, a le prisme interchangeable. Donc, on peut changer, on peut interchanger, on peut changer les posemètres, les viseurs, on peut changer les viseurs, et éventuellement faire évoluer le posemètre. Et le Nikon F2, ça c'est un Nikon F2, a aussi le prisme interchangeable. Et donc c'est le prisme qui a évolué. Donc quand je ferai la vidéo sur le Nikon F2, je les mettrai côte à côte. Alors j'ai pas tous les prismes ni toutes les versions, mais j'en ai quelques-unes, et donc du coup je vous montrerai ça. Et donc il faut faire attention quand on achète un Nikon F2 savoir quelle version on achète et savoir si cette version-là vous plaît ou pas. Le Nikon F3, lui, il est en baïonnette AI. Il est compatible avec les objectifs non modifiés AI parce que on peut soulever l'ergot. On peut soulever l'ergot avec un petit bouton. Donc ça, je vous ai montré ça dans la vidéo précédente. Et si on prend un objectif primo, hop, voilà, et bien ça se monte. Ça se monte, il n'y a aucun souci. Mais il faut pouvoir relever l'ergot. Voilà. Alors, les boîtiers AI avec ergot relevable sont reconnaissables parce que vous avez un petit bouton chromé à côté du point blanc, là, qui vous permet de soulever l'ergot. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc sur les photos d'eBay, vous regardez. Alors dans cette gamme-là, on a le Nikon FM, le Nikon FE, on a le Nikon EL2, on a... mais par exemple, le FM2 et le FE2 ne l'ont déjà plus. Vous voyez? Ils l'ont déjà plus. Alors, disait oui, non, mais en fait, ils ont fait une pièce en plastique et en forçant, ça se monte et ça casse pas et c'est prévu pour. Bon, c'est ce qu'ils disent. Le Nikon FA l'a pas, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas duré longtemps. Le Nikon F4 là, le Nikon F5 pouvait l'avoir en, comment ça s'appelle, en service après-vente. On pouvait le faire rajouter en service après-vente. Voilà. Et puis après, vous avez les boîtiers autofocus, donc qui ont, comme le F501, le F401, qui ont le moteur intégré. Et puis vous avez des boîtiers autofocus plutôt tardifs qui, eux, nécessitaient déjà de n'utiliser que des objectifs type G. Voilà. Donc, le Nikon est avant tout un opticien. Nikon a fabriqué ses boîtiers, mais pas tous. Nikon a fabriqué soit faisait carrément sous-traiter ses boîtiers par Mamiya, par exemple,
Donc, par exemple, c'est le cas des boîtiers amateurs de tout début qui s'appelaient les Nicorex. Voilà, les Nicorex ont été fabriqués par Mamiya en grande partie ou en partie seulement, et ainsi de suite. Après, il a fabriqué en partie ses boîtiers, et donc c'est le cas notamment des Nicormat, où là, par exemple, bon, l'obturateur qui est à l'intérieur, c'est pas Nikon qui l'a fabriqué, c'est Copal. Voilà, Copal, c'était un grand fabricant d'obturateurs japonais. Ils achetaient des obturateurs chez Copal. Alors, est-ce qu'ils l'ont dessiné, est-ce qu'ils l'ont fait dessiner par Copal, et ainsi de suite. Voilà, on n'en sait rien. Enfin, je n'en sais rien. Et enfin voilà, mais ça s'est fait comme ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un obturateur Copal, obturateur focal Copal. Le Nikon FM, donc 1977, le Nikon FM, lui, c'est Nikon qui l'a fabriqué. Nikon FM, Nikon FE. Alors le Nikon FE, c'est l'évolution du Nicormat EL, voilà, qui est un appareil que je n'aime pas. Je vous expliquerai pourquoi. Je n'aime pas le L, le L2, le LW, le FE, le FE2, le FM3. Voilà. Après, il y a eu le FA, et alors il y a eu une série à part qui est l'évolution du Nikon EM. Alors, je vais vous chercher un Nikon EM, et, et donc du Nikon EM. Alors, le Nikon EM, voilà un Nikon EM. Alors, le soleil commence à s'inviter, donc j'étais obligé de tirer un peu les rideaux. Nikon EM, dessiné par Giugiaro, est une tentative intéressante faite par Nikon pour essayer dans les années 80 de conquérir un marché amateur faiblement argenté. Voilà. Donc quand ils ont sorti ça, ils ont sorti une série d'objectifs dits économiques, qui était la série E, qui étaient des objectifs fabriqués à l'économie par rapport à l'époque. Quand on les regarde maintenant, ils sont particulièrement bien fabriqués si on les compare à des objectifs autofocus modernes. C'est là-dessus, c'est sur ce boîtier-là que Nikon a développé beaucoup de solutions technologiques que l'on retrouve maintenant dans les boîtiers autofocus. Voilà, donc c'était les premiers objectifs en polycarbonate, en plastique. C'est sur le EM qu'on a développé ça, et ainsi de suite. Donc le EM est un icône à part entière, n'en déplaise à beaucoup de gens, mais destiné à un public qui n'est pas prêt à mettre des millions dans un objectif, dans un boîtier, ou ainsi de suite. Alors je cherche un objectif à monter dessus. Et donc du coup, alors c'est tout petit, c'est tout petit. Si on le compare avec le Nicormat, qui est un boîtier amateur de la génération d'avant, vous voyez la différence de taille, c'est tout petit. En hauteur, vous voyez, si on les met côte-côte, c'est tout petit. Voilà, c'est tout petit. Alors c'est bien sympa à utiliser. Alors ça a 3 positions. Donc on a B, M90 et auto, autour du bazar. B90 et auto, parce que c'est un boîtier qui n'est que automatique. Il n'y a pas de mode manuel. Il n'y a pas de mode manuel. Je vérifie qu'il déclenche encore. Ouais.
Ah bah oui, là, il déclenche forcément, il est en mode manuel. Voilà, il y a des bip bip. Là, il m'engueule parce qu'il dit qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc, il y en a trop. Voilà. La vie est claire, il y a un joli dépoli, il y a une visée et un viseur absolument magnifique comparé au D5300. Voilà, c'était la version économique qu'a fait Nikon pour un public, voilà. Enfin bon, sur les pubs, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais voilà, pour montrer que c'était simple et accessible, il me semble me souvenir que dans la publicité, il n'y avait que des femmes qui s'en servaient. Voilà. Ce qui est assez sexiste, je trouve, et c'est de mémoire, donc je ne voudrais pas trop dire de bêtises. Voilà. Donc vous avez trois positions, la pose B, le manuel 90 et le mode automatique. Et le mode automatique, voilà. Alors le mode automatique, voilà. Alors ça bip quand il dit que oh, ça va être trop sombre. Voilà. La, alors, c'est pas parce que c'était pas cher que c'était forcément mal construit. Un tel point, c'est que c'est le Nikon EM qui sert de base, qui a servi de base à faire les appareils photo spécialisés pour la photo au microscope que fabriquait Nikon à l'époque. C'est-à-dire que Nikon, je vous le rappelle, qui est un opticien, fabrique toujours des microscopes et des appareils photo spécifiquement pour utiliser les microscopes, sur les microscopes. Et c'est le Nikon EM qui, quand ils l'ont sorti, qu'ils ont fait dans une version spéciale pour aller sur les microscopes. Parce que l'appareil photo qu'ils utilisaient avant, c'était un appareil photo qui était une évolution des Nicorex, qui était à l'époque fabriqué par Mamiya. Voilà. Donc ils se sont dit, bah tiens, on a un boîtier pas cher, on va faire une version spéciale pour mettre sur les chambres Microflex de chez Nikon pour faire de la photo sur microscope, et c'est le Nikon EM qui a servi. Le Nikon EM a servi comme base alors d'abord il a donné naissance à toute une à toute une famille, puisque c'est l'évolution du Nikon EM qui a donné le Nikon FG, et qui a donné après une version simplifiée du FG qui est le FG20. Voilà. Et le Nikon FG est qui est sorti en même temps que le Nikon FA, offre les modes PS, A et M. Il est petit, il est compact, vous voyez, ça tient dans la main facilement. Le FG est pas plus gros que ça. Le FG20 est un peu plus gros. Et puis voilà, et c'est une belle bête et ça fonctionne bien et voilà, et c'est léger, c'est comme ça. Bon, là, comme il y a le mode tout automatique, c'est un peu casse-pied à s'en servir et voilà, mais le, le problème c'est qu'il n'y a pas de mémorisation. Donc il y a un bouton de compensation d'exposition quand on est en contre-jour, qui est le petit bouton qui est ici, mais il n'y a pas comment ça s'appelle, de mémorisation, et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'avec une mémorisation, ça aurait été impeccable, ça aurait été facilement utilisable. Voilà, voilà, voilà. Bon, enfin bref. Et cette base-là,
a servi pour faire le F301, qui est un très bon boîtier, et c'est aussi ce qui a servi à faire les Nikonos. Alors, les Nikonos, je m'aperçois que j'en ai pas parlé, mais ça peut être intéressant pour quelqu'un qui se dit, tiens, pour aller faire de l'argentique sur la plage, en bord de mer, choses comme ça, où j'ose pas emmener. De toute façon, je n'emmène pas mon gros réflexe numérique parce que j'ai peur des embruns. Et que tu te dis, ben voilà, ça peut être le Nikonos, ça peut être un choix amusant. Un choix amusant. Voilà. Bon, on continue. Donc les modèles amateurs de chez Nikon, qui n'ont donc pas forcément tous été fabriqués par Nikon, ou pas forcément complètement par Nikon, à la différence des boîtiers pro, n'en sont pas moins intéressants d'un point de vue technique, technologique, confort d'utilisation, amusement à l'utilisation et joie au résultat obtenu. Voilà. Le... Après, il faut se poser la question, et ça va être valable un peu pour tout ce que je vais vous présenter, et ainsi de suite, c'est le savoir à quel niveau on se sent satisfait, à quel niveau on se sent heureux, à quel niveau on se sent euh, content du résultat obtenu. Et qu'est-ce que l'on cherche Et qu'est-ce qu'on cherche dans la photo argentique, toujours après une évolution en venant du numérique et ainsi de suite. Voilà. Parce que finalement, il y a des argentiques qui vont avoir quasiment les mêmes capacités que votre numérique. Si on prend le F6, le Nikon F6 par exemple, bon, vous allez avoir quasiment les mêmes choses que votre Z6, Z7, votre F850, Nikon, et ainsi de suite. Mais euh, en argentique, vous n'allez pas faire du 4 images secondes ou du 8 images secondes, parce que, enfin, je sais pas pourquoi, mais enfin, au jour d'aujourd'hui, je le ferai pas. J'en ai eu fait quand j'avais que ça, mais voilà, à chaque fois que vous déclenchez, c'est un coup. Et puis, on se dit que peut-être que la photo argentique va être plutôt une photo plus réfléchie, avec plus construite. C'est un peu débile de dire ça. Je vois pas pourquoi est-ce que le numérique serait moins construit, serait moins réfléchi. Mais le fait de pouvoir déclencher sans le coût financier toujours en mémoire aide peut-être à doubler, tripler les photos sans réelle nécessité. Alors qu'en argentique, eh ben, on va être plus avare du déclenchement et plus précautionneux, et donc du coup utiliser l'argentique dans un but précis, pour un résultat précis. Donc pas forcément faire 20 ou 30 pellicules dans l'après-midi, vous voyez ce que je veux dire. Alors que les gens qui vous disent, moi je lis ça sur les forums, je ne sais pas comment ils font, et ils disent, ah voilà, une sortie photo, c'est 600 photos. 600 photos, je sais pas comment ils font. Les gens qui disent, ah j'ai fait un mariage, 1000 photos, 2000 photos dans un mariage. Un mariage, ça a une durée de temps, tout comme ça. Bon, d'accord, il y a du monde, mais je ne sais pas comment ils réussissent à faire autant de photos en aussi peu de temps. Ils doivent être en mode des rafales tout le temps. Enfin bref. Donc voilà. Donc, et donc du coup, là où je veux en venir, c'est qu'on ne va pas forcément chercher dans un appareil photo argentique toute la technicité que l'on aimerait avoir inclus dans son appareil photo numérique. Et je vais aller plus loin. euh, Plus on avance dans la photographie, moins on utilise, moins on utilise de gadgets, moins on utilise
d'assistance, moins on utilise d'automatisme, moins on utilise euh, les fonctionnalités qu'il faut que l'on trouve à la troisième page ou à la quatrième page du menu. Voilà. Voilà. Avec le temps, avec l'âge, avec la sagesse peut-être aussi, on réussit à se démerder avec des appareils simples, avec des modes simples, mode manuel, choses comme ça. Alors, quand on est jeune, quand on est nouveau, quand on est jeune, on veut tout essayer, oui, pourquoi pas. Ouais, enfin bon, éviter d'essayer le suicide, hein, ça ne marche qu'une fois, par exemple. Hein. On veut tout essayer, non, ça n'est pas. Non, il y a des choses qu'il ne faut pas essayer. La drogue, il ne faut pas essayer. L'alcool non plus. Par contre, le tabac, vous pouvez y aller. Tu mets 40 ans à mourir, il s'en fout. Bon, enfin bref. Donc il y a des choses qu'on a envie d'essayer, et puis bah, on va s'apercevoir, ou pas, que ça plaît ou pas. Voilà. Donc, mais quand vous venez du numérique et puis que vous dites, tiens, un argentique me ferait bien plaisir, et ben, euh, est-ce que tu veux réellement l'argentique qui serait la copie conforme de ton numérique voilà, est-ce que tu as réellement besoin d'un truc qui fait, je sais pas, 8 images secondes en argentique? Voilà, tu mets qu'une 36 poses dedans. Hein. Voilà, 8 images secondes, 4 secondes, 32 photos, 4 photos, 32 pouf. Voilà, donc 4-5 secondes. Oui, bon. Tu fais même pas à 100 mètres, quoi. Oui, enfin bon, voilà. Donc, du coup, alors, bien sûr, c'est biaisé ce que je dis, parce que c'est biaisé par mes connaissances, mon parcours personnel, et ainsi de suite. Mais c'est aussi quelque chose que je constate parmi les gens que je rencontre et qui ont les mêmes âges. Quoi. Il y a, il y a un truc, il y a un moment donné où tu t'aperçois que oui, c'est sympa, c'est mignon, mais ça aide pas à faire une meilleure photo. Alors qu'en final, d'autres choses vont te permettre de faire de meilleures photos, tout simplement en te laissant faire toi-même, plutôt qu'en t'imposant des choix ou des choses comme ça. C'est pour ça que, ben, par exemple, le Nikon EM n'a pas été un grand succès, parce que l'automatisme n'était pas débrayable. Et c'était à une époque où c'est pas passé, quoi. Ouais, donc le boîtier était bien, des trucs comme ça. Ils auraient mis un bouton de mémorisation, ça aurait été déjà mieux. Voilà. Et ils ont corrigé le tir en faisant le FG. Donc le FG, c'est exactement le même boîtier, sauf qu'il est chromé. Ils ont rajouté un barillet de... hop là, mais il est tombé. Ils ont rajouté un barillet de vitesse et puis voilà, et un sélecteur de mode et c'est parti, en avant Guingamp, et ça s'est vendu. Et le FG, c'est relativement bien vendu. Et puis ils ont fait une version en disant là, ah oui, mais et oui, c'est tellement bien vendu qu'ils ont fait une version après qui était le FG20, qui était une version dégradée du FG de façon à pas comment dire, affecter les ventes des autres boîtiers. Voilà. Donc, enfin, bon. Euh, et donc, du coup, bah, je vais vous présenter quelques-uns de ces boîtiers. Alors donc, bah, l'EM, on en a fait le tour. Je vais vous présenter un autre boîtier amateur qui est le Nikormat. C'est le Nikormat FTN que j'ai en version allemande ou japonaise, euh, qui s'appelle le Nikomat. Mais c'est un Nikon. Hein. Alors, Nikon a eu des petits soucis avec Zeissicon. Voilà, Zeissicon. Et parce que
ça s'est un peu trop vu qu'ils avaient copié sur Zeiss et ça n'a pas plu à Zeiss et donc ils se sont pris un procès sur la gueule et ils ont été obligés pour le marché allemand, d'avoir des noms à part. Voilà. Alors c'est un objet de collection, voilà, et donc le, il y a toute une série de boîtiers qui sont gravés Nikkor au lieu de Nikon et Nikomat au lieu de Nikormat. Voilà. Alors pour le Nikormat et le Nikomat, on ne comprend pas parce que Nikormat, c'était pas Zeikikon. Voilà. Et donc moi j'ai un. Alors quand j'en ai acheté un pour. Voilà, je me suis acheté un Nikomat. Parce que c'est plus facile de trouver un Nikomat qu'un Nikkor. Voilà, parce que les Nikkor, ils sont recherchés par les collectionneurs, les Nikomat, pas trop. Donc ça, c'est un Nikomat FTN. Voilà. Et donc c'est comme un. Donc c'est marqué Nikon derrière, hein, il n'y a pas de souci. Enfin, coco, donc c'est marqué Nikon derrière, et ainsi de suite. Et, euh, et bien sûr, ne pas oublier la griffe porte-flash qui est amovible et qui est pas forcément facile à trouver. Voilà. Et donc c'est marqué FTN. Voilà. Alors le FTN se situe entre le FT et le FT2. Voilà. Et donc cette série de boîtiers a commencé avec le FT et le FS. Le FS c'est un FT sans posemètre et a évolué jusqu'au Nikormat FT3 et c'est le même boîtier. Et c'est le même boîtier, c'est simplement des petits ajouts cosmétiques et choses comme ça. Donc le FTN, il a un bras d'armement en plastique comme le Nikon F2, voilà, mais il est antérieur au Nikon F2. Et il est antérieur à. Enfin, il doit être à cheval sur 1968, 1970 ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc il a le levier d'armement du Nikon F2, excuse-moi, avec un bout de plastique comme le Nikon F2, le retardateur avec un bout de plastique comme le Nikon F2. Alors est-ce que c'est le F2 qui a pris les trucs du Nikormat ou c'est que le Nikormat qui a donné. Enfin bon, ça je ne saurais pas dire. C'est un boîtier. C'est un boîtier qui est intéressant à plus d'un titre chez Nikon. Alors, l'obturateur, je vous ai dit, c'est Copal qui l'a fait, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Du coup, bah, il marche très bien. Alors, vous voyez, typiquement un truc, alors ça m'énerve ça. Le truc qui coûte 3 francs 6 sous mais qu'on ne met pas, c'est le levier d'armement. Si vous n'allez pas jusqu'au bout, il ne revient pas. Alors vous allez me dire, oui, ça évite que tu aies un, comment ça s'appelle, un armement incomplet. Oui, mais sur le boîtier Nikon F, il revient et je suis pas obligé de faire un tour complet et revenir. Voilà. Alors ce genre de truc, c'est très désagréable. Parce que des fois, tu veux clac-clac, voilà, puis ah non, il faut aller jusqu'au bout. Enfin bon, c'est pas agréable. Alors, le Nikon, donc, le Nikon, le Nikormat, Nikomat FS n'a pas de posemètre. Et après, ils ont tous un posemètre dedans. Ils ont un posemètre TTL avec mesure. Alors, pour les premiers modèles, il doit être intégral pour le FT, mais après FTN et tout ça, on est en pondéré central. Donc c'est tout à fait moderne et tout à fait utilisable, il n'y a aucun souci. Ils sont tous à baïonnette F, sauf le FT3. Le FT3 est l'évolution du FT2 par le changement du mode de couplage. Ils ont un système de relevage du miroir. Alors, que je ne me cours pas. Que je ne me cours pas. C'est. Voilà. Donc, il y a un système de relevage du miroir
intégrer. Ça fait longtemps que ça n'a pas fonctionné, ça. Voilà, donc là on voit la lumière qui passe au travers. Il y a une petite glissière sur le côté, au bout du doigt. Alors c'est chromé sur chromé, hein, je suis désolé. Voilà, tac. Et quand on appuie sur le truc, alors c'est viril, hein. Ça relève le bazar. Alors c'est un relevage du miroir qui est destiné à permettre l'utilisation d'objectifs rentrant profondément dans le bazar. Donc ce n'est pas quelque chose destiné à éviter les vibrations et choses comme ça, parce que, bon là il est un peu dur, mais il a toujours été... je l'ai eu sur d'autres boîtiers, j'ai eu des FT2, et voilà quoi, et sur le FT2 aussi. Et c'est d'autant plus que si vous utilisez le retardateur, ça relève le miroir. Donc, si pour la vibration, vous mettez le retardateur et puis ça relève le miroir. Ces boîtiers sont intéressants parce qu'on a la bague de vitesse qui est autour de l'objectif. Alors ça, c'est on aime, on n'aime pas. C'est assez agréable à utiliser sans plus. C'est bien sans plus. Voilà. Par contre, ils sont très intéressants parce que on a un... Là, ça va pas être évident à vous montrer. On a ici un petit carré noir là. On a l'aiguille du posemètre. Donc on a l'aiguille du posemètre dans le viseur et on a l'aiguille du posemètre à l'extérieur. Et ça, c'est intéressant quand vous faites de la photo sur pied, quand vous faites de la photo sur bande repro, et puis quand vous faites de la photo dans la rue, ou dans un bar, pour évaluer votre temps de pause. Vous avez prévu de faire une photo, hop, en loose day, vous regardez le truc, tac, tac, pouf, et puis hop, et voilà. Bon, la photo est foutue, il n'y a pas d'objectif, non, c'est pas ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très pratique à l'usage. Alors, FT3 monture AI, sinon monture F avec aller et retour de la bague de diaphragme. Voilà. Donc là, je vous l'ai présenté avec un 450. C'est une jolie bestiole, c'est mignon, tout plein. Ça prend les correcteurs de visée standard Nikon et on peut démonter. Alors ça prend les correcteurs de visée standard de Nikon, petit diamètre, mais surtout grosse collerette. Hein. Voilà. Ceux du F2, ceux du FE et du FM sont moins agréables à utiliser et on peut démonter la griffe porte-flash, et du coup on se retrouve avec un boîtier sans griffe porte-flash, première chose, et qui éventuellement raccroche pas dans les poches ou des choses comme ça. Enfin, bon, voilà. Alors suivant alors qu'est-ce qui change d'un boîtier à un autre, et ainsi de suite, réellement entre le FT, FTN, FT2 et FT3. FT2, FT3, la seule chose qui change, c'est le couplage de l'objectif. Le FT3 est intéressant parce qu'il prend une pile de SR44. Le FT2 aussi, il me semble. Le FTN prend la pile PX625 au mercure. Donc il faut les faire recalibrer une seule pile. Pour le FT2 et FT3 aussi, de mémoire. Donc il prend le FTN et prédécesseur prend la pile de 1,35 V PX625 au mercure. Donc ça c'est un peu gênant, il faut les faire recalibrer éventuellement.
Ça, vous allez dans une entreprise comme Photosufrène, Rollate, et ainsi de suite, ils vont vous faire ça pour pas très cher. Et puis, entre le FT2 et les modèles précédents, il va y avoir 2-3 modifications au niveau ergonomie. Sur le FT2, on a au bout de la quéquette de manœuvre de la vitesse, voilà. Donc là, on a le levier de manœuvre de la vitesse. Donc là, il est élégant, il est arrondi, il est lisse et tout comme ça. Sur le FT2, on a un blocage. Donc on a un petit truc qui permet de débloquer le réglage de la sensibilité qui se trouve au niveau de la baïonnette, ici, qui se trouve ici. C'est ici que l'on règle la sensibilité du boîtier. Voilà. Donc du coup, c'est un là alors, donc sur celui-là, je peux changer ma sensibilité simplement en faisant glisser l'ergot. Hein, on ne peut plus simple. Alors il y a des gens qui ont dit oui, mais ça va pas, ça peut se dérégler tout seul et ainsi de suite. Voilà. Euh, sur le FT2, donc j'ai eu un FT2, j'ai eu deux FT2 à l'époque où je revendais. Et donc du coup, voilà, bon, il y avait le blocage, c'était pas plus simple ou moins simple à utiliser, et ainsi de suite. Le FTN, j'en ai pas eu, et voilà, à peu près tout ce qu'on peut dire. Donc c'est un boîtier que, alors celui-là, je l'ai pas utilisé beaucoup, parce que je l'ai acheté relativement récemment pour faire une blague. Et, et voilà. Mais c'est un boîtier qui est très agréable à utiliser. C'est un boîtier qui a une visée qui est très, très claire. Alors oui, les verres de visée. Nikon a eu une période où il mettait des verres de visée à microprisme dans les boîtiers amateurs, dans le cas du EL et dans le cas du FTN, du Nikormat. Et donc là, moi, il se trouve que j'ai le verre de visée à microprisme. Alors on aime, on n'aime pas. Moi personnellement, j'aime pas beaucoup. Je préfère le télémètre, la visée avec le champ coupé. Parce que là, quand on fait la mise au point, on voyait l'image qui se met entre guillemets à trembler. Et puis c'est net quand c'est net. Et puis hop, ça se remet à trembler. Et à la différence du télémètre à champ coupé, vous faites la mise au point, puis le poteau il s'aligne, et puis après il se resépare, il se recoupe en deux. Voilà. Et donc du coup, vous savez dans quel sens tourner la bague pour ramener. Alors qu'avec les microprismes, vous avez, ça vous dit pas dans quel sens tourner la bague. Voilà. Donc c'est sujet à énervement parce qu'à chaque fois on se gourre et puis on n'est pas content de se gourer. Et donc voilà. Et c'est pour ça que je préfère le champ coupé. L'avantage du microprisme, c'est que ça fonctionne dans toutes les directions, quelle que soit l'orientation de votre sujet. Si votre sujet c'est une ligne, si le détail sur lequel vous faites la mise au point c'est une ligne verticale, ça fonctionne. Si c'est une ligne horizontale, ça fonctionne. Si c'est une ligne en biais à 45 degrés, ça fonctionne aussi. Un peu moins bien, tiens d'ailleurs. Ça fonctionne aussi. Alors que le télémètre à champ coupé, lui, il fonctionne, s'il est coupé horizontalement, ça fonctionne bien avec le vertical. Ça fonctionne beaucoup moins bien avec le horizontal, et ainsi de suite. Donc, je comprends pourquoi le microprisme a été choisi et plaît, mais bon, je préfère tourner un peu pour faire ma mise au point et puis revenir et cadrer et aller dans le bon sens plutôt que de tatouiller en ne sachant pas dans quel sens tourner. Voilà. C'est une question de confort, comme souvent, comme d'habitude. Le coût du pose-mètre visible de l'extérieur, ça c'est un réel confort et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et le FT2 a été mon deuxième boîtier. Mon premier boîtier était un Nikon FM et je devais faire un mariage, donc j'avais réussi
à soutirer à maman un deuxième boîtier, parce que tu comprends, si je fais tomber un objectif et tout ça, et voilà. Et donc j'avais fait mon mariage avec deux boîtiers, et bien je préfère utiliser mon FT2 que le FM, parce que le FM avait finalement une visée qui était beaucoup plus sombre, beaucoup moins agréable que le FT2. Voilà. Et à l'époque, comme je revendais pour racheter du matériel, je revendais d'occasion pour racheter d'occasion, parce que, parce que l'argent je le gagnais pas moi-même, c'était ma mère qui me finançait, et qu'il ne faut pas exagérer non plus. J'ai fini par revendre le FM, alors que le FT2, que j'ai fini par revendre aussi, mais je l'avais gardé plus longtemps. Je l'avais gardé plus longtemps. Voilà. Bon, on a fini sur les boîtiers amateurs. Qui donc, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'ils ne sont pas à négliger, ils ne sont pas moins bons que les autres, ils ne sont pas euh, forcément plus moins bien fabriqués, hein, puisque bon, le EM, je vous dis, le EM, ils en sont, ils en ont fait une version simplifiée pour mettre sur les microscopes qui vendait deux fois le prix du Nikon EM quand même. Hein. C'est ça qui est paradoxal. Voilà. C'était une version simplifiée du EM, mais il était vendu plus cher. Bon, ce sont des boîtiers, par exemple pour Nikon Mat, il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que vous avez de 1 seconde au millième de seconde plus la pause B. Alors effectivement, mais vous êtes en argentique, donc vous n'êtes pas à 3200 ASA en plein soleil. Vous voyez ce que je veux dire, vous avez un film de 100 ASA ou 400 ASA en plein soleil, ça passe. Vous n'êtes pas ennuyé avec des objectifs qui ouvrent jusqu'à un 4, ça passe. Vous avez... alors celui-là, il a le testeur de profondeur de champ qui est situé là. Donc, alors, testeur de profondeur de champ, bah, j'en ai déjà parlé, c'est un bazar qui permet de fermer le diaphragme. Alors, je ne sais pas si on va le voir, voilà. Ah non, c'est pas le bon. Je ne sais pas si on va le voir parce que... Et il y a la lumière qui passe au travers. Voilà, si je mets du blanc derrière, voilà, ça me permet de faire fermer le diaphragme. Voilà. Et donc ça permet d'apprécier la profondeur de champ. Et tout est dans le mot apprécier. Vous la mesurez pas, vous la constatez, vous l'appréciez, vous dites ah ça a l'air d'être bien. Parce que bon, le dépoli est quand même, le dépoli est pas mal du tout. Il est bien fin, bien comme il faut et ainsi de suite. Et puis voilà, quand vous fermez le diaphragme, bah, vous voyez déjà toute les stries de la lentille de Fresnel, voilà, qui est très fin, qui est très fine et tout ça, ouais, ouais. Non, il n'y a pas de souci. Non, il y a une belle visée. Bon, j'ai toujours pas réglé mon problème de filmer à travers les oculaires, donc bah, il faut me croire sur parole, ou vous en achetez un puis vous testez, hein, vous faites comme moi. Et voilà, la visée du EM c'est pareil, c'est pas mal du tout. Je veux dire, quand on compare avec la visée des APS-C, c'est pas, c'est pas la joie, la joie, la joie. J'essaye sur un objectif qui ouvre à 3,5, donc qui est plutôt, qui est pas, ouais, c'est magnifique, magnifique. Ouais. Bon, par exemple, celui-là, il n'a pas de testeur de profondeur de champ, il a un mode qui est uniquement le mode auto. Voilà, c'est pas, ils ont quand même fait des économies. Ah oui, j'ai enlevé la pile. Ils ont quand même fait des économies, des choses comme ça dessus. Donc, du coup, bon, bah, je vous déconseille d'acheter un Nikon EM, quand même. Moi, je voulais m'acheter un Nikon EM pour. Je voulais acheter un Nikon EM parce que je me dis, tiens, c'est sympa, j'en ai pas, pour voir. Mais je voulais pas le payer cher. Et puis, je voulais m'acheter un 450 AIS parce que j'en avais pas.
Et voilà, et puis je trouvais cher. Et j'ai trouvé un Nikon EM avec un 450, enfin pour moins cher qu'un EM ou pour moins cher qu'un 450. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté en fait. Je me dis, oh, bon, ça servira toujours. J'ai dû faire une pellicule avec. Enfin voilà. Voilà, voilà. Donc les boîtiers amateurs, alors j'en ai pas 50-50, hein. J'ai le EL, donc les boîtiers amateurs, Nicormat FT3, FT3 c'est bien, FT2 c'est bien. Les modèles d'avant je vous les déconseille. Et FG, le Nikon FG c'est pas mal. Le Nikon F301 est bien aussi. Le Nikon F301 est bien. Il a ses limitations, mais il est bien. Oui, donc j'ai été rechercher dans mes... J'en ai foutu. Je suis donc allé rechercher mon F301. Voilà. Donc voilà, le F301. Voilà. Donc le F301 est un boîtier à moteur intégré. Alors j'ai pas de piles à mettre dedans parce que les piles sont rangées ailleurs. Donc ça avance automatique, boum boum, bah, comme votre numérique hein, finalement. Donc il y a le chargement simplifié. Ça peut être sympa pour les filles. Bon, ça c'est sexiste ça. Voilà. Donc on met la pellicule, on avance jusqu'au point rouge, on referme, on appuie, ça démarre, ça enregistre. Et donc c'est un boîtier, donc il n'est pas autofocus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, voilà, il est AI. C'est un des rares boîtiers à avoir les deux ergots ici, là, sous le pouce, les deux ergots pour les objectifs AIS, voilà. Donc il a les deux ergots. C'est un des rares. Hein. Il y a le FA et puis il y en a peut-être un autre ou deux, mais pas plus. C'était une belle visée. C'est un boîtier que j'ai utilisé, que j'ai bien aimé. C'est sympa. Sympa à utiliser. Il y a le mode automatique, il y a le mode programme. Il n'y a pas le mode S. C'est ça qui est bizarre. Il y a le mode programme, mais il n'y a pas le mode S. Voilà, 2 millièmes de seconde à 1 seconde, synchro flash au 125e de seconde. On peut activer et désactiver le bip. C'est sympa, c'était sympa à utiliser. Pendant que je faisais de l'excavation, j'ai retrouvé mon Nicormat EL. Donc ça c'est un Nicormat. Voilà, Nicormat EL. Alors celui-là je l'ai acheté à Nancy en 1990. Parce qu'il y avait un 55 ou un 1.2 de fixé dessus et le mec il vendait le lot complet. Voilà, j'aime pas le EL. Alors c'est pareil, il n'y a pas la pile dedans, donc le mode automatique fonctionne pas. Mais le EL, donc 1970 pour les premiers modèles, a évolué en ELW, parce que le EL ne peut pas utiliser de moteur. Il y a eu le ELW qui pouvait utiliser un rearmer, un winder, à 2 images secondes, quelque chose comme ça. Et quand en 1977 on est passé au mode AI, à la baïonnette AI, il s'est appelé Nikon EL2, mais c'est un Nicormat, enfin un Nicormat est un Nikon, point barre, on s'en fout. Il s'appelait Nikon EL2 et il a été remplacé par, en 1978, par le Nikon FE. Et le Nikon FE a donné la lignée FE, FE2 et FM3A. Parce qu'en fait, le FM3A est un FE2 qui fonctionne sans pile et non pas un FM2 qui fonctionne avec un automatisme. C'est Sioux, mais voilà. Et ça change beaucoup. Et pourquoi je n'aime pas ces boîtiers-là? Alors que le FM et FM2, ça allait. Ça vient du mode du posemètre. Dans le viseur, vous avez une aiguille noire qui varie avec la luminosité.
et vous avez une aiguille verte qui varie en fonction du réglage de la vitesse. Voilà. Et donc, et le but du jeu, c'est de superposer les deux aiguilles. Et quand vous faites de la diapositive, il faut l'exposition doit être très très précise. L'exposition doit être très très précise. Et donc, si on s'intéresse à... Puisque la flèche verte représente une vitesse entière, un diaphragme entier, on peut s'intéresser à savoir de combien la position de l'aiguille noire peut varier dans l'aiguille verte qui se superpose, de quelle quantité de lumière ça peut varier. Et quand on fait la mesure, le test, on va s'apercevoir que ça varie quasiment de 1 diaph, quasiment de 1 diaph. Voilà. Donc oui, une pile dedans, ouais. Oui, une pile dedans. Ça varie de 1 diaph. Et donc du coup, pour la diapositive, si vous faites de la diapositive, et quand j'ai utilisé ces boîtiers-là, je faisais de la diapositive, je m'étais aperçu de ça, et donc vous passez un temps important pour réussir à bien mettre, quand vous faites une mesure à un endroit, en mode manuel, à bien mettre l'aiguille parallèle. Donc c'est pas rapide en fait, parce que grosso modo, vous pouvez mettre 3 aiguilles noires dans l'épaisseur de l'aiguille verte. Et donc du coup, vous passez un temps important pour manipuler votre bac de diaphragme. Puis un bac de diaphragme, il y a un crantage, donc vous pouvez tomber dans la bille et tout comme ça. Donc c'est pas agréable à utiliser. Le Nikon FM avait un système avec 3 diodes. Donc ça, j'en parlerai dans le... Je vais en parler maintenant, mais un système à 3 diodes, donc moins 0, plus, et vous éclairez la diode du milieu, le 0, quand c'est à 0, quand c'est bien exposé. Voilà. C'est quelque chose de très rapide. Et il y avait ça aussi dans le FM2. C'était très rapide à utiliser. Là, quand vous faites du mode manuel avec de la diapositive ou vous voulez faire des mesures très précises pour retrouver bien la vitesse et le diaphragme pour avoir une exposition correcte, finalement vous perdez plus de temps que vous n'en gagnez. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a la mémorisation. Mémorisation que le mémoire n'avait pas le... Non, si, il l'a. Quel EL. Voilà. Donc avec la mémorisation, vous allez me dire, tu es en mode auto, tu fais ta mémorisation, tu recadres, tu appuies. Oui, bon, d'accord. Mais tu es en mode auto. Voilà. Tu lâches le bouton, tu veux refaire, tu es obligé de refaire ta mesure, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est un boîtier que je n'aime pas à cause de ça. Si vous faites du noir et blanc, si vous faites du C41, du négatif couleur, c'est pas bien grave. On vous en voudra pas. Il y a un mode aperture, synchro X au 250e de seconde, jusqu'au 4 millième de exposition de 8 secondes à 4 millièmes de seconde. Le Nicormat EL, lui, il va de 4 secondes à 1 millième de seconde pour une synchro au 125e de seconde. Voilà. Sinon, bon, alors, le Nicormat EL est particulièrement gros et encombrant, hein, point de vue hauteur, voilà, c'est à l'époque. Envergure, c'est à peu près pareil, mais point de vue hauteur. Alors, ce qu'il faut savoir sur les Nicormat EL et ELW, pour changer la pile, il faut enlever l'objectif, il faut relever le miroir avec le petit bouton, et la pile, quand il y en a une, elle est cachée. Ah ben, il y en a une, tiens, la pile est morte. La pile, elle est cachée sous une trappe qui est dans le plancher. C'est-à-dire que là, je mets le doigt dedans, voilà. Et c'est le mode de fonctionnement normal, voilà. Donc, la pile se glisse dessous. Je vous dis ça parce que ça m'étonnerait que dans les magasins photo où vous allez acheter votre pile, ils sachent ça.
Voilà, hop, et ça se remet avec le doigt, et puis après on rabat son bazar. Il y a un testeur de pile derrière qui vous dit que la pile est morte, et ah bah, morte, mais pas tant que ça finalement. Ah si, la pile est morte, mais bon, d'ailleurs je vais l'enlever, ça sert à rien que je laisse dedans. Et donc voilà. Bon, ceci conclut définitivement la présentation des boîtiers Nikon amateurs. Euh, je verrai pour voir si je fais des vidéos spécifiques pour la présentation des boîtiers F, F2, F3, F4 peut-être. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que, à mon avis, tous ces boîtiers-ci sont suffisants. Ils sont suffisants. C'est-à-dire que la gamme de vitesse va bien, il n'y a pas de souci, on peut faire de la photo avec, on ne se sent pas limité avec ce genre de boîtier-là, ça coûte pas une blinde. Le dernier boîtier que j'ai acheté, alors pas en Nikon, mais j'ai acheté un Fuji, je l'ai payé 30 € avec un objectif, voilà, j'ai quasiment payé plus cher de frais de port que pour l'avoir. Le Nikormat, je l'ai acheté en Allemagne, je l'ai payé 60 € avec un objectif, voilà, c'est pas très très cher, je veux dire. Et regardez le prix des pellicules, voilà, pour vous apercevoir que votre boîtier, voilà, en cherchant bien, pas forcément le truc neuf absolu et ainsi de suite, ou neuf en boîte, vous allez pouvoir vous trouver un Nikormat FT2 ou FT3 pour le prix de 5 à 10 pellicules, ou 20 pellicules, noir et blanc. Voilà. Si on prend la diapo avec le traitement, le chiffre diminue. Voilà. Donc, ça n'est pas cher, c'est sympa à utiliser. Et puis, si vous choisissez bien la bague, si vous choisissez bien la marque, hein, pour l'instant, je vous vends du Nikon, mais il n'y a pas que Nikon hein, qu'on va voir. On va voir du Leica Flex, on va voir des Nikonos, on va voir le Fujika que je vais ramener, l'Yashica aussi. Voilà, voilà, voilà. Enfin, il y a de quoi s'amuser, pas forcément pour très cher, et éventuellement en récupérant un objectif utilisable sur votre mirrorless ou sur votre réflexe Canon ou Nikon. Soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser, faites des images. Au revoir.